La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment il est passé des études de droit et de sciences politiques à la pâtisserie, sa passion pour les agrumes, la meilleure pizza pour un date, ou encore son overdose de flan, dans cet épisode de Papilles, on revient sur tout ce qui a marqué et qui marque encore la pâtisserie de Quentin Lechat. Aujourd'hui chef pâtissier du Royal Monceau à Paris, c'est un expert des tea time et le roi des pizzetta. Rien n'arrête sa créativité. Au menu de cet épisode, le sucre est seulement un assaisonnement, comment travailler sa sensibilité pour créer ses desserts, l'histoire de sa pizzetta aux fraises, et enfin, ce qui fait un bon tea time. Bonne écoute! Bonjour Quentin, comment vas-tu? Ça va super bien, merci, et toi? Ça va, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Ouais, alors on commence bien, mais moi j'étais pas super dessert petit, pas super gourmand de sucré, même les bonbons, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça, je trouve que c'est différent. Ouais, mais même là, j'étais vraiment le sucré dans sa globalité, bonbons, gâteaux, etc. C'est pas des choses qui m'attiraient plus que ça, et finalement j'ai presque envie de dire, même aujourd'hui c'est un peu pareil. Donc on va dire plutôt du coup les fruits, ce qui s'approcherait le plus d'un produit sucré, voilà, et notamment l'acide. J'ai toujours été passionné par les agrumes, sans doute des tout petits avec des jus d'abord comme tout le monde, mais voilà, j'ai tout de suite j'ai le souvenir d'avoir un ami de mon papa qui un jour a croqué dans un citron. Mais un citron jaune, et à manger la peau, et pour moi ça me semblait totalement dingue en fait. Je me disais mais on a presque pas le droit de faire ça, et aujourd'hui je le fais quasiment tous les jours en fait maintenant, et voilà, donc tout de suite c'est ces choses là qui m'ont marqué en fait, plus que un gâteau, une saveur, plus qu'un praliné ou un chocolat. Non, c'est vraiment le fruit et l'acidité du fruit. Ouais, donc en plus, parce que je trouve que l'acidité, c'est une partie du sucré qui est dure à appréhender. Enfin, pour beaucoup, croquer dans un citron, c'est quand même... Ouais, c'est assez puissant. La vraie difficulté dans l'acidité, c'est de ne pas avoir... puisque là, aujourd'hui, maintenant, le travail qu'on fait, c'est de transformer l'acidité en acidulé, en fait. Ce qui est en fait une acidité édulcorée, un peu plus light, et qui soit une acidité gourmande, c'est de l'acidulé en fait, et donc c'est tout l'intérêt de notre métier quand on va aller chercher des saveurs acidulées, mais ouais, c'est particulier, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et du coup, comme t'es pas très sucré, à quel moment est-ce que tu t'es dirigé vers la pâtisserie et tu t'es dit je vais en faire mon métier? Alors moi j'ai fait un bac littéraire en fait, et puis après j'ai fait 2 ans de droit et sciences politiques à Lyon. Okay. Je jouais beaucoup au rugby et je profitais beaucoup de la vie étudiante plutôt que l'assiduité en cours, vraiment. Mais j'ai un ami pendant ma 2e année de fac qui est parti au Brésil, qui lui était aussi dans un autre, pas du tout dans la gastronomie, sauf que quand il est arrivé là-bas, dans la communauté Erasmus dans laquelle il évoluait, tout le monde lui demandait de faire de la cuisine parce qu'il était français. Okay. Et il m'a dit mais je savais pas que c'était voilà, aux yeux du monde entier, un Français c'est toujours cuisiner, et voilà. Et donc je me suis dit c'est génial. Moi j'étais à Lyon, encore une fois je m'amusais bien et tout, mais il y a un moment où
il faut avoir un côté mature qui rappelle un peu à la raison. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire réellement ? Et je me suis dit, avoir un métier qui permet de voyager, parce que quand on est français, on a une réputation de telle ou telle chose, et donc on arrive déjà avec ce bagage à l'étranger, c'est cool. Et en plus, le deuxième point, c'est que je voulais être entrepreneur. Et que c'est clair que la cuisine en général, quand on évolue au fur et à mesure, souvent on se redirige vers l'ouverture d'un restaurant ou d'une pâtisserie, d'une boulangerie, peu importe, mais en tout cas on devient entrepreneur. Et voilà, donc en fait, pas de passion de cuisine forcément, mais plutôt c'est un peu de l'opportunisme en fait, ce que peut apporter le métier plutôt que l'intérêt qu'on a vraiment pour ce métier. Donc voilà le déclic en fait. Et après la pâtisserie, parce que en me renseignant un peu et pour une fois bien faire les choses, je me suis dit que après m'être renseigné, j'ai vu que la pâtisserie était plus de réputation, en tout cas plus rigoureuse, plus carrée, plus cadrée. Et n'ayant aucun repère dans ce milieu-là, je me suis dit va apprendre ce cadre en pâtisserie, et tu bifurqueras après ton diplôme de pâtisserie côté cuisine, qui a une réputation un peu plus instinctive, un peu plus au feeling. Donc voilà, et après c'est parti quoi. Et autant dès que j'ai commencé, pour le coup, après c'est devenu une vraie passion. Je suis arrivé vraiment par opportunisme. 15 jours après, j'y suis resté par passion, par excitation de ce que ça peut procurer, que de construire un dessert, que de l'imaginer et que de transformer un produit. Donc voilà, c'est un peu en raccourci le truc, quoi. Oui, j'imagine. Et comment est-ce que tu fais du fait que t'aimes pas trop le sucré, que c'est pas forcément ce que tu préfères, une force dans ton métier de pâtissier ? On a automatiquement une autre approche, et peut-être que on se satisfait moins vite d'une saveur parce qu'elle est sucrée ou douce, parce qu'on n'est pas sensible à ça. Moi je le suis pas, donc encore une fois je vais aller peut-être un peu plus loin dans ce que je veux comme saveur. J'essaye aussi de ne pas... C'est juste maintenant, moi, je vois le sucre comme un assaisonnement, et pas un ingrédient à part entière. Et voilà. Donc, je dirais qu'effectivement, on se satisfait moins vite du sucré. Et donc, du coup, on peut en faire une force. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont passionnés par le sucre ont des goûts moins clivants, moins francs, etc. Mais en tout cas, moi, mon approche, ça me permet d'aller comme ça, de construire les choses de cette façon-là. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que du coup, c'est encore un de tes rêves d'ouvrir ta propre boutique ? Ouais, alors c'est un métier qui a boutique, du coup. Ouais, mais alors c'est ça. Mais le vrai truc, c'est que c'est un métier qui a évolué, qui continue d'évoluer très vite, et qu'aujourd'hui, si on prend quelqu'un comme je sais pas, par exemple Yannick Tranchant, qui a une réputation et un bagage énorme de pâtissier, qui a été ultra récompensé, voilà. Mais finalement, maintenant, il a un restaurant. Et cette démarcation dont on parlait tout à l'heure, avec la réputation d'une pâtisserie très carrée et une cuisine beaucoup plus instinctive, finalement sont deux métiers différents, mais qui de plus en plus collaborent et se croisent. Et donc un pâtissier peut, je pense, contrairement à il y a 10 ans, se dire qu'il va ouvrir un restaurant plutôt qu'une pâtisserie. Parce qu'il a une autre vision du métier, il a une autre approche. Et donc il est moins frileux, il a moins de cadre, il est un peu plus libéré, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, j'aimerais ouvrir mon entreprise, mais aujourd'hui dire que ce sera une pâtisserie, je sais pas. Ce sera peut-être un restaurant, ce sera peut-être un hôtel, parce que ce sont aussi des métiers qui sont tournés vers le plaisir et le fait de recevoir. Pour les pâtissiers d'offrir une pâtisserie, et pour les cuisiniers, mais
mais tout ça, c'est aussi de l'hospitalité finalement. Et pourquoi pas me dire que j'aimerais bien avoir un hôtel, par exemple. Donc voilà, c'est encore assez flou. C'est clair que j'ai envie d'être entrepreneur, mais sous quelle forme, je sais pas encore. Affaire à suivre. Ouais. C'est quoi pour toi le dessert parfait du coup pour finir un repas le dimanche midi ? C'est le plus complexe celui-là, parce que le dimanche midi, il y a toujours celui qui aime pas le chocolat, celui qui veut pas de fruits, celui qui est allergique à machin. Les enfants, donc tu peux pas mettre trop d'alcool. C'est ça aussi, ouais. Wow, ça... Non, je te sens. Le dimanche midi, pour moi, il faut pas un dessert, il en faut plusieurs. Et quand on a des clients, nous, qui nous demandent voilà, on sera 8, qu'est-ce que vous nous conseillez, ou qu'est-ce que... Eh ben, moi, je conseille de prendre plusieurs petits gâteaux, en fait. Ça plaît toujours, il y a toujours une saveur qui va plaire à l'un, mais pas à l'autre, mais l'autre le prend pas, et puis voilà, il se retrouve avec un autre gâteau sur un autre gâteau. Donc, un petit patchwork, c'est cool. Après, je pense que toujours un beau fraisier dans la belle saison, une belle tarte aux framboises quand c'est la saison aussi. Et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on a mangé avant. Ouais. Et de la saison évidemment. Donc, mais plusieurs desserts quoi. Ouais, plusieurs desserts. Le but du jeu c'est faire plaisir à tout le monde pour que ce soit vivant, que chacun dise ah celui-là est meilleur que celui-là est vraiment pas bon. Et ben il faut plusieurs desserts. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Royal Monceau ? Ouais, la vanille. Ouais, clairement la vanille. Laquelle ? Tahiti. En fait, il y en a deux, Tahiti et Mexique. Le premier gâteau, quand je suis arrivé au Royal Monceau, ça a été un flan qu'on a fait en click and collect les week-ends, puisque l'hôtel était en sommeil quand j'ai pris possession du poste. Et donc du coup, pendant tout le mois de mars, on a fait des flans. Et on en a fait quand même beaucoup. Et à tel point que j'étais écœuré de l'odeur de la vanille. Donc parce que vraiment, le lait, plus exactement le lait infusé à la vanille. Voilà, c'est ce qui me... Et aujourd'hui, quand on refait des flans, parce qu'on en fait quand même tous les matins, mais avec une quantité un peu moindre, je me dis ah putain c'était quand même hard cette période-là. Normalement c'est l'odeur la plus gourmande, la plus et presque pas la plus rare mais la plus précieuse parce que la vanille, parce que la vanille quoi. Mais là ouais non, arriver à être un peu écœuré de ça, ça prouvait qu'on en faisait quand même quelques flans. Donc voilà, c'est cette saveur là je pense. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Non, je pense que le premier truc qu'on file à un pâtissier qui sait pas, qui connaît rien, et c'était vraiment mon cas, c'était de faire une chantilly. Voilà. Et alors, au-delà des saveurs, c'est vraiment... Aujourd'hui, une chantilly, on la pèse presque plus. Ouais. Le sucre vient assaisonner, encore une fois, la crème. Ça dépend de la crème qu'on utilise pour faire cette chantilly. Ça dépend de la vanille qu'on y ajoute ou pas. Et donc, c'est quelque chose qui ne se pèse presque plus, une chantilly. Et moi, il me fallait une fiche technique à ce moment-là. Genre, mais c'est quoi le process ? Alors que c'est le truc maintenant qu'on fait... tout le temps. On regarde même pas, quoi. Genre, allez, vas-y, c'est bon, on mélange ça, on fouette la crème et on a une chantilly. Et moi, à ce moment-là, c'est le premier truc qui m'a marqué. Et c'est vraiment ce qui marque l'évolution aussi, c'est de se dire que c'est le truc le plus basique aujourd'hui et qui me semblait être une montagne au moment où on m'a confié mes premières chantilly à faire, quoi. Donc voilà, je dirais la chantilly, ouais. Et du coup, en comparaison, les saveurs de ta dernière création ? On a un nouveau dessert à Il Carpaccio qui est un dessert, on a changé la carte et là pour le coup ce qui est chouette c'est que on a une super brigade en pâtisserie, on est nombreux et donc chacun apporte un peu et on a notamment Margot qui nous a fait un dessert qui a exploité à fond le maïs sous toutes ses formes. Elle est partie d'un produit et en fait en le déclinant on peut voir que
que ce soit en glacé, en praliné, en torréfié, en cuit, en pain, plein de choses, le maïs prend des saveurs différentes. Alors que, oui, tu me dis, ok, bah oui, mais là tu l'as mis avec de la fraise et là-bas avec de la rhubarbe, c'est sûr qu'il va avoir deux. Non, là, elle est restée monoproduit. C'est juste la façon dont elle l'a traité qui a fait changer les saveurs du produit. Donc ça c'est cool. Le dessert, mais où là, vraiment, je me suis dit, j'adore vraiment. C'est un dessert qu'on a là, donc encore une fois, il carpaccio, qui est tout nouveau lui aussi, et qui est un dessert à l'agrumes, évidemment, mais aussi avec de la roquette, il y a des jeunes pousses, on est allé sur un côté très vert, très frais, et même le visuel, en fait, et tout ce que j'adore en ce moment, parce que c'est aussi un métier de mode, en fait, et on voit que les quenelles de glace, par exemple, sont plus des quenelles, mais des roulés de glace. Et c'est presque has-been maintenant de faire des quenelles, alors qu'il y a 5 ans, c'était encore le concours d'avoir un ballon de rugby parfait, machin. Donc, mais visuellement, aujourd'hui, c'est celui qui me plaît le plus de ce qu'on a à la carte. Et gustativement, c'est celui qui me plaît le plus aussi, parce que c'est le plus frais. Il est très... presque végétal en même temps, et même visuellement, encore une fois, il a un côté très vierge, et il l'est en saveur aussi, donc ouais, c'est ce dessert là, je pense. Visuellement, il ressemble à quoi? Alors visuellement, en fait, c'est on a fait un dessert, mais qui est en 3 parties. On a donc le sorbet qui est pamplemousse et citron noir. On a un cylindre qui est fait en faisselle, en fait, okay. Qui est légèrement gélifié, mais ça reste très onctueux quand on le coupe, mais solide visuellement, c'est structuré, ça flanche pas. Et à l'intérieur, on a un pesto de roquette, on a des agrumes marinés, confits, on a un biscuit qui est imbibé au jus de citron et au pamplemousse. On a un siphon pamplemousse et roquette, et on a des petits grains de pamplemousse dessus. Et à côté de ça, on a un cantuccio, qui est en fait comme les biscotti là, qui sont aux amandes, comme on peut retrouver en Corse ou évidemment en Italie, très fin, sur lequel on a mis encore une fois du pesto de roquette, du gel citron, des citrons marinés au miel, et de la roquette, des pousses de capucine, des feuilles de capucine, on a des fleurs de coriandre, des fleurs de fenouil, on a une huile d'olive vanillée, et voilà, et on a quelque chose qui est un peu comme une bruschetta en fait, de visu, mais sucrée, et encore une fois très verte visuellement, mais gustativement aussi. Donc voilà, et chacun a une vaisselle différente. Donc on a ces 3 satellites là qui sont apportés à table, et franchement je trouve ça vraiment cool. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Le temps, déjà, le temps qu'on y passe, parce que c'est quand même assez prenant, le temps qu'on doit prendre pour imaginer, pour respecter, parce que le tempo est ultra important en pâtisserie. On ne peut pas accélérer des choses qui doivent reposer un certain temps, infuser un certain temps, cuire un certain temps. Donc pour moi, la pâtisserie égale temps. Et bah, c'est évidemment une passion. Bon, la précision, on peut dire ça, oui, tous les trucs un peu classiques qu'on entend toujours, mais selon moi, au-delà de la précision, de la rigueur et tout, c'est finalement l'instinct. Ouais. Parce qu'il n'y a plus que comme ça qu'on se démarque. Il n'y a plus qu'avec sa sensibilité et son approche qu'on se démarque. Aujourd'hui, tous les Paris-Brest ont été faits, refaits, défaits. Ça y est, enfin plus personne ne dit déstructurer ou réinventer, parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui invente quoi que ce soit. On fait toujours pareil, mais en fait différemment. Et le différemment, il est là parce qu'il y a un instinct, parce qu'il y a une sensibilité, et ça c'est propre pas qu'au chef, mais aux pâtissiers en général, à la brigade. Donc pour moi, finalement, ouais. Et c'est cool de se dire qu'aussi, en 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je fais de la pâtisserie, t'arrives avec
dans l'idée que la pâtisserie, c'est de la précision, de la rigueur, et que 10 ans après, tu dis, ça l'est toujours, mais c'est surtout beaucoup plus de l'instinct et de la sensibilité. Comment tu travailles cette sensibilité ? Encore une fois, en échangeant beaucoup avec les personnes qui m'entourent. Évidemment, la brigade pâtisserie, les chefs des restaurants, des divers restaurants de l'hôtel, mes potes qui sont pas du tout de ce milieu-là, mais qui ont une bouche comme tout le monde et un palais comme tout le monde et qui aiment aller au restaurant comme j'espère tout le monde. Donc qui ont aussi des avis, des idées et ouais, ça se travaille pas en fait. Ça se laisse porter et ça évolue beaucoup en fait. Mais échanger avec les gens, c'est quand même très important par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Et échanger avec les clients, évidemment. Oui. Aller présenter un dessert, c'est toujours un peu une épreuve, quoi, un baptême du feu. Et même si le dessert est à la carte depuis 6 mois, il peut y avoir quelqu'un comme il y a peu de temps. Là, encore une fois, mais au restaurant Il Carpaccio, on a un tiramisu qui est un tiramisu qui respecte les codes du tiramisu, sauf qu'on le fait minute en fait. Et donc on arrive avec un café qui est chaud, on imbibe le biscuit devant les clients, on ajoute une crème mascarpone qui a été montée même pas 5-10 minutes avant. Donc on a un foisonnement qui est très frais, très récent, donc une mousse très onctueuse mais à la fois légère finalement, mais qui a un fort goût de mascarpone, avec un super mascarpone. On a juste pris la liberté de faire un praliné café, c'est pas non plus la révolution de l'année, mais on est resté dans les codes et il est à la carte depuis la réouverture du Carpaccio, donc depuis septembre 2021. Il a un sacré succès et on en a fait un il y a peu de temps et la cliente nous dit mais il est dégoûtant, voilà, et on a tout regoûté, il est exactement comme celui qu'on en vend. On n'a pas changé les produits, pas changé les processus, on n'a pas changé les machines on pourrait se dire tout bêtement ah bah oui mais le batteur il foisonne pas la crème de maintenant, tout reste la même chose. Donc c'est toujours un baptême du feu que d'aller présenter un dessert, même s'il a été validé, survalidé pendant des années et tout. Et donc l'échange avec le client il est primordial aussi parce qu'on peut se dire on est passé à côté d'un truc, ou alors se dire non, c'est un parti pris que tel dessert soit acide, amer, et vous n'aimez peut-être pas, mais c'est notre approche. Alors après, quand t'as 20 clients sur le même service qui te disent que c'est pas bon, c'est qu'il est pas bon, mais et ton parti pris est mauvais. Mais faut aussi aller savoir défendre ses convictions, et la sensibilité à se travailler comme ça aussi. Donc oui, l'échange avec tout le monde et avec le client, in fine, il est important. Maintenant, je voudrais revenir sur un de tes desserts en particulier et un dessert qui est un peu étonnant. C'est la pizzetta aux fraises. Ouais. Est-ce que tu peux raconter comment t'es venue cette idée ? Il faut la version officielle ou la version... La version officieuse. La version officieuse, c'est que au Novotel, les Halles, dont j'étais le chef pâtissier juste avant le Royal Monceau, je m'étais aventuré sur une pizzetta à la figue. Ok. La raison, c'est que j'adore les pizzas. Et pour le coup, j'adore plus manger des pizzas que des gâteaux. Et donc, j'ai un four à pizza chez moi. J'adore ça, quoi. Et je m'amuse. Et donc c'est comme ça que j'avais eu l'idée à cette époque-là de faire une pizzetta à la figue. L'idée m'est passée et il y a peu de temps on m'a invité pour faire une démonstration à Europe 1 sur le stand Turiès Magazine et Le Chef, et le thème imposé c'était la fraise. Bon, je le savais évidemment des mois en avance. Et à une semaine, j'avais toujours pas rendu ma recette parce que j'avais complètement zappé. Et quand on m'a appelé pour me dire bon Quentin, il me faut vraiment ta recette, c'était un jour où il faisait très beau et je me disais je rêve d'une chose, c'est de boire un coup en terrasse et de manger une pizza. Et
personne qui m'appelle pour me demander ma recette m'appelle quand je me fais cette réflexion et m'appelle avec un accent italien. Je dis bah vas-y, on fait une pizza à la fraise, c'est obligé. Et voilà, et on a fait une pizzetta à la fraise, mais en vrai c'est tout bête, c'est une pâte à pizza et dessus on dresse une tarte aux fraises en fait. C'est une pâte à pizza normale, enfin comme une pâte à pizza salée. On fait exactement une pâte à pizza, sauf que on baisse un tout petit peu la teneur en sel, ouais. Et on ajoute de la vergeoise blonde et une gousse de vanille. Okay. Mais il y a le goût de la pâte à pizza. On n'est pas sur une... Il n'y a pas de caramélisation, on apporte... c'est vraiment une pizza, une pâte à pizza. Et dans le processus de réalisation de la recette, c'est une pâte à pizza. Après, on appose dessus un confit de fraises, confit qui est assez liquide parce que lui, il va être chauffé à 350 degrés. Donc, il ne faut pas qu'il croûte, donc il faut qu'il soit suffisamment hydraté pour ne pas trop sécher à la cuisson et qu'il reste onctueux et encore sauce en fait au moment de la dégustation. Et une fois que tout ça est cuit, on vient dresser nos fraises fraîches, nos citrons confits, on appose quelques feuilles de roquette passées dans l'huile d'olive vanillée, des pistaches sablées, on peut ajouter des petites fraises des bois, on peut rajouter un peu ce qu'on veut, ça évolue en fonction des produits qu'on a, et surtout on arrive devant les clients au carpaccio et on propose là aujourd'hui on a une crème glacée pour accompagner la pizzetta, mais on va en avoir là 3. Okay. Un sorbet et 2 crèmes glacées et une huile pimentée parce que le piment avec la fraise ça fonctionne très bien. Donc voilà l'idée, voilà le projet quoi. Mais dans le même style de reprendre un plat comme ça qui est de l'ordre du salé, t'avais aussi fait des pâtes au chocolat. Ouais. À quel point est-ce que ça t'inspire de reprendre des plats et vraiment les plats tels qu'on les connaît quoi, et de les transformer en version dessert? Bah, encore une fois, je disais vraiment que le métier de pâtissier et de cuisinier se croise de plus en plus et de plus en plus complémentaires. Les deux s'inspirent l'un et l'autre. Et donc, on a des ravioles au chocolat et citron confit. Et j'irai jamais à mettre un morceau de bœuf wagyu dans un dessert. C'est pas ce que je veux. Mais faut savoir se libérer un peu. Des pâtes, c'est de la pâte. Oui. On est pâtissier, donc voilà, une pâte à pizza, c'est une pizza, c'est une tarte chaude sur du pain. On dit boulanger, pâtissier, le boulanger fait du pain. Enfin, en fait, tout se croise tout le temps, donc voilà, charcutier, pâtissier, c'est déjà plus compliqué. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je ferai... Quoique, on peut imaginer que le pâté en croûte, finalement, c'est un gâteau charcutier. Donc, mais bon, c'est un autre sujet. Mais, donc, c'est original, une pizza à la fraise. C'est original, des ravioles au chocolat. Mais c'est pas... exubérant, c'est pas selon moi révolutionnaire. Non mais ça sort des codes des palaces, tu vois. Mais alors ça c'est justement le Royal Monceau a quelque chose de très particulier là-dessus. Okay. Notamment parce qu'il est beaucoup porté sur les arts en général. Et donc il y a une forme de liberté grâce à ça. Okay. C'est un palace où les choses semblent être détendues, les clients se sentent bien et c'est un palace, mais c'est pas oppressant, c'est pas guindé, c'est assez naturel, assez il y a une forme de proximité en fait et qui est entretenue parce que on pense aussi que le luxe finalement c'est une proximité maîtrisée. Parce que la proximité, ça peut devenir du sur-mesure, en fait, de connaître, parce que j'ai discuté avec vous et que vous vous êtes senti libéré de dire des choses, que vous n'aimez pas les fraises. Donc quand vous allez revenir, peut-être que dans votre chambre, il n'y aura pas une tarte aux fraises, mais une tarte aux framboises, parce que vous nous aviez dit que... Et donc, cet échange, cette proximité, on peut en tirer quelque chose, des informations, on les retient, parce qu'elles nous intéressent vraiment, et donc, du coup, derrière, on
on construit mieux l'expérience et on fait plus de sur-mesure. Donc, mais tout ça, c'est parce que l'hôtel est vraiment porté sur l'art en général. Moi, je pense que ça part de là. Et que du coup, on se sent libéré. Et nous, en pâtisserie, on se sent libéré, oui, de mettre une pizzetta à la fraise dans un restaurant étoilé, de mettre des ravioles au chocolat dans un restaurant étoilé. Voilà. Mais ça, tu le ressens vraiment par rapport aux autres expériences que tu as pu avoir, etc. Tu vois vraiment la différence. Bah, c'est-à-dire que moi, en plus, c'est mon premier palace finalement, et j'arrive encore plus avec des a priori parce que c'est pas un milieu dans lequel j'évolue, ni dans le perso, même si j'adorerais. Et jusqu'ici, pas trop dans le privé, dans le travail, pardon. Et donc j'arrive avec tous ces a priori de code, de oula, ça doit pas dépasser. Non. Et ouais, et c'est sans doute ma plus grande surprise ici, c'est de me dire on peut s'exprimer. Alors après, on peut pas non plus faire n'importe quoi, évidemment. C'est un palace et il faut rester à sa place et tout ça. Mais encore une fois, on peut être parfois un peu plus audacieux et encore une fois un peu plus libre sur certaines choses. Et donc dans la création, ça aide énormément. Ouais, c'est clair. Maintenant, parlons de tea time. C'est quoi un bon tea time, selon toi, la définition? Un bon tea time, c'est quand on repart en disant j'ai passé un super moment, les pâtisseries étaient bonnes et j'ai hâte de revenir. Moi, on me dit ça me suffit largement. Okay. J'ai pas besoin qu'on me dise oui, alors j'ai goûté la perle vanille, j'ai bien senti la bergamote dans le biscuit, et puis en deuxième bouche, ok. Certains s'amusent à décortiquer les desserts et j'adore échanger avec eux aussi parce que c'est intéressant, mais moi mon but c'est pas ça quand je construis un dessert. Mon but c'est encore une fois que ce soit pas cérébral du tout, mais que ce soit de l'émotion. Et donc moi quand on me dit c'était top, je veux revenir le plus vite possible, et en plus mon invité on a bien rigolé, on a passé un bon moment, le service était génial, on reviendra, mais c'est trop bien, c'est tout terminé. Et est-ce qu'il y a des immanquables que tu dois retrouver à chaque fois? Tu vois, toi, quand tu vas le créer, est-ce que tu te dis, il faut forcément un flan, il faut forcément ci? Bah, j'ai l'impression que le flan, pour le coup, je vais avoir du mal à l'enlever. Tu peux pas t'en débarrasser? Non, mais en fait, si, on pourrait, mais faut pas oublier qu'on fait de la pâtisserie parce que c'est notre passion, parce que c'est notre métier, parce que ça nous prend du temps, parce qu'on adore ça et c'est addictif. Mais on le fait pas que pour nous, on le fait pour les clients. Et donc, si les clients ont envie d'avoir un flan, même si on en a un peu marre de le faire, il faut les faire. On est à leur service. Donc, ouais, non, il faut trouver c'est un jeu d'équilibre entre nous, notre épanouissement et ce à quoi s'attendent les clients quand ils viennent ici, et voilà. Et donc il faut être dans une proposition et des partis pris, mais aussi à l'écoute, encore une fois, de ce qu'on peut nous dire. C'est les seuls mais je peux pas dire pour moi oui, le flan est immanquable au tea time. Non, il pourrait être remplacé. Si demain on me dit oui, voilà, c'est bon, le flan c'est un peu, je le changerai parce que c'est les clients qui ne le demandent plus. Donc ça évolue énormément. Ouais, non, c'est... Et comment toi t'imagines tes tea time? À quoi, enfin tu vois, pour toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre dedans? Comment tu analyses ce qui va être bien pendant un tea time? Enfin tu vois, par rapport au dessert que tu peux créer pour le restaurant, comment est-ce que... Là pour le coup c'est moins les desserts, ça va plus être le truc qui est le plus à la mode en ce moment et le plus qui caractérise le mieux le lieu, c'est l'expérience qu'on va vivre. Et l'expérience elle passe par le dessert qui est servi, mais par la vaisselle, par le format. Nous aujourd'hui on a un format de menu un peu comme un menu dégustation. On n'arrive pas avec les étagères 3 stands
et on vous laisse déguster tranquille. Nous, on impose le rythme en fait, en disant bah voilà, dans un premier temps vous avez les amuse-bouches, dans un second temps le dessert pâtissier, dessert cuisinier en troisième temps, et dans le dernier temps les gâteaux de voyage. Donc c'est nous qui imposons cette dégustation, ce rythme. Mais on aurait pu finalement se dire que on pourrait tout mettre en fait sur la table d'un coup et laisser évoluer. Donc on voit bien que ça passe pas que par les desserts, ça passe par l'expérience, par le service, par la vaisselle encore une fois, par le rythme, par l'ambiance musicale, par l'ambiance de lumière s'il faut. Enfin, donc et c'est comme ça qu'on se démarque. Et le but du jeu, encore une fois, c'est de se démarquer et de rendre le moment différent de celui qu'on pourrait passer dans un autre palace ou hôtel ou restaurant. Donc c'est comme ça qu'on imagine. C'est ok, qu'est-ce que avec moi, mon style, mon approche, ma sensibilité, comment je peux me différencier de je sais pas, du Cheval Blanc, du Georges V, du Péninsula ou autre, tous les autres. Donc c'est encore une fois une question de personnalité et de moment qu'on souhaite faire passer au client. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler? Ton ingrédient chouchou? La grume. Tout tourne autour de ça. Mais lequel agrume en particulier? C'est sans doute mon fruit préféré, mais la bergamote, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai toujours pas réussi à faire un dessert à la bergamote en fait. On en met à droite à gauche dans une composition de dessert, de tarte ou peu importe. Mais un dessert 100% bergamote, j'ai pas réussi encore à faire. C'est un produit très sensible à la température. Si vous infusez trop, si vous faites trop chauffer un jus de bergamote, ça n'a plus du tout de goût. L'écorce a un goût très amer, très frais, ce qu'on cherche. Mais en goût, olfactivement, c'est génial. En goût, c'est déjà plus brut. Donc il faut arriver à la nuancer. Donc j'ai toujours pas réussi à dompter le produit, quoi. Du coup, ça va résonner avec ma prochaine question, mais t'as pas le droit de répondre à la bergamote. C'est quoi l'ingrédient que t'as le plus de mal à appréhender? Celui qui te donne plus de fil à retordre? Ou justement, t'as pas encore trouvé non plus le moyen de le travailler? La vanille a un côté très compliqué parce que tout le monde connaît tellement la vanille en glace, en salé parfois, en crème, en biscuit, en tout ce qu'on veut, que du coup c'est difficile de se dire ok, là je vais créer un dessert à la vanille qui va être différent de ceux que les clients ont pu déguster ailleurs ou même ici mais avec un autre pâtissier ou une autre année. Donc la vanille parce que c'est un produit qui a été surutilisé, enfin pas trop, pas dans le sens mais tellement déjà décliné, utilisé, exploité que c'est difficile maintenant d'essayer de faire autrement. Et donc parfois faut juste pas essayer de faire autrement, faut juste se dire ok, moi je le veux comme ça, et s'il y a un parallèle qui est fait entre ce que nous on fait à la vanille et un autre pâtissier, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on a copié, c'est un produit qui tout le monde connaît, donc mais voilà, c'est mais quand même la bergamote aussi, même si j'avais pas le droit de le dire. Oui, mais comme t'avais déjà dit que t'avais du mal à l'appréhender. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts comme ça, que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil du coup quand tu as commencé la pâtisserie que tu aurais aimé recevoir, ou que tu te donnerais aujourd'hui, tu vois, avec du recul. Donc là on se fait attaquer par un pigeon. Un conseil de sortir des recettes. C'est-à-dire qu'une recette, c'est un cadre, encore une fois, ça doit être respecté, mais une fois que c'est compris, et il n'y a jamais grand-chose de très très compliqué en pâtisserie, il y a de l'expérience, et ça se fait toute la vie, mais il y a de la logique, tout est un jeu de logique en fait, c'est assez simple encore une fois, c'est vraiment de la logique, et donc
partir du moment où vous avez cette logique et un minimum d'expérience, sans être chef pâtissier depuis des années ou quoi, mais même en commençant et passionné, prenez une recette et essayez de baisser en sucre, ajouter un peu de sel alors qu'il n'y avait pas marqué de sel, ajouter un poivre avec un chocolat parce que vous avez goûté un poivre, vous vous êtes baladé du côté de Pyramide chez Rollinger, vous avez trouvé un poivre dingue, vous vous dites ok, je vais en mettre dans du chocolat noir parce que j'ai entendu que le vendeur me disait que peut-être que tel poivre pourrait aller avec le chocolat, et là je fais une recette au chocolat dans laquelle il n'y a pas du tout de poivre, mais ok, et donc du coup on commence à s'approprier les choses, et c'est là où vous allez commencer à vous éclater, et c'est là où quand c'est bon vous allez être encore plus fier. Merci pour ce conseil. Maintenant je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Yes. Déjà, si t'étais un de tes desserts du tea time actuel, tu serais lequel? Le flan, c'est la honte d'être un flan. On a sur la réglette d'amuse-bouche, on a une sphère pamplemousse, qui est une sphère avec une mousse fromage blanc et un insert grenade et pamplemousse. Et tout ça trempé dans une coque en chocolat blanc très très fine pour pas qu'elle apporte trop de sucre et de gras. Et un glaçage 100% fruits au pamplemousse qui est assez brillant et assez et ouais, c'est un truc que j'aime bien, et c'est tout simple mais c'est efficace, et j'espère être simple et efficace. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? La dernière saveur, je sais pas, mais alors on m'a fait goûter un truc tout à l'heure, mais ça s'entend, je suis un peu enrhumé donc je sens rien, donc c'est un peu compliqué de parler de saveur aujourd'hui, et la dernière saveur, on m'a fait goûter un truc au café, mais bref, ça sentait l'épinard en même temps, j'ai rien compris à ce qui se passait, bref, et puis j'avais un bonbon pour la gorge en même temps, j'ai dit, ça c'est une saveur bizarre, il n'y a rien qu'à aller, c'est une saveur dégueulasse. S'il y a un truc qui est chouette, c'est on a eu au Tea Time un dessert au chocolat qu'on servait chaud, et pour l'accompagner on a travaillé avec le mixologue de l'hôtel, Gaël. On a travaillé sur un cocktail à base de jus de mucilage. Le mucilage, c'est la partie blanche qui est à l'intérieur des cabosses de cacao, et c'est une partie qui en général c'est la pulpe, quoi. Oui. Mais et c'est une partie qui est normalement assez mise de côté, jetée au sol, parce que ça permet de nourrir les sols aussi, donc ça fait une forme de compost, mais là on a trouvé quelqu'un qui est en mesure de nous l'envoyer en jus, alors pas en jus réduit, contrairement à ce qu'on arrive à obtenir assez facilement maintenant, donc il y a un goût très frais, très acidulé, un peu de litchi, mais il y a un côté aussi presque un peu lactique. Ouais. Et ça c'est une vraie découverte parce que c'est difficile d'en avoir un jus de mucilage. Donc c'est un truc qui est assez chouette. Effectivement. Et la dernière technique que tu as découverte et que tu as envie ou déjà essayé? On a fait la pizzetta. Et moi, la pizzetta, quand j'ai fait ça, il y a un chef qui s'appelle Julien Seri, qui est un chef pizzaiolo, qui est un mec top, et il m'a dit ah non mais il faut que je vienne goûter, t'as fait une pizza sucrée et tout. Donc il est venu hier, et il pensait qu'au moment où j'allais étaler la pâte à pizza, j'allais prendre un rouleau à pâtisserie, et il dit non mais c'est sûr que c'est un pâtissier le mec qui prend un rouleau à pâtisserie. Non, et je l'ai fait avec comme un pizzaiolo, mais avec ma technique, je suis pas pizzaiolo. Et donc il m'a filé des tips pour deux pizzaiolos, donc notamment de croiser les doigts pour chasser le gaz vers l'extérieur et faire un joli rebord. Puis bon bref, donc c'est la dernière, et c'est ça qui est trop cool, parce que ça part de ouais viens je vais te faire goûter un truc, et finalement on enchaîne sur mais attends moi je vais te montrer comment je fais ça, et ça arrive avec quelqu'un d'extérieur.
mais ça arrive quasiment tous les jours avec la brigade, et c'est ce que alors pas forcément moi j'apprends des trucs, je leur montre des trucs, mais eux entre eux aussi se montrent des techniques, et ça c'est trop chouette parce qu'ils sont tous du coup complémentaires et ils s'apportent tous les uns aux autres, et donc voilà. C'est quoi ton péché mignon? Ouais, la pizza, c'est trop facile. Ouais, c'est comme la burger. Laquelle pizza? Franchement, ça dépend. Jamais la même? Non, jamais la même. Un truc que j'adore, c'est slicer très finement des courgettes et les faire mariner dans un jus de citron avec de la menthe et de l'huile d'olive. Et vous faites une pizza avec une pâte blanche, donc après vous mettez juste un peu de crème un peu hydratée et vous balancez en cuisson, et ces courgettes marinées vous les mettez dessus quand la pâte est bien chaude, mais vous ne renfournez pas avec ça. Okay. Et il y a un côté très frais, et avec un fromage, je sais pas, soit une stracciatella, mais ou alors fromage corse là, putain. Mais ouais, non, on peut faire. Mais ouais, celle-là, elle est cool quand même. Ça marche plutôt bien. Et c'est pas trop. Ça va. Quand t'es en date, tu peux mettre ça. Y a pas de. C'est pas trop gras. Donc tu peux même dater avec une pizzetta, c'est trop cool quoi. Une pizza, pardon. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs assez inattendues? Moi, j'ai toujours été. En fait, tous, tu vois, comme chacun, encore une fois, comme chacun a un style un peu particulier, une signature, une approche, une sensibilité, tu te dis que tu aimerais bien travailler sur un dessert avec tous un jour, parce que à chaque fois ce sera différent. Il y a des ovnis comme ça, comme Aurélien Rivoire, qui sont... moi je comprends même pas ce qu'il fait quoi. C'est incroyable. Je suis là, je dis ok bon. Il y a des pâtissiers qui sont très très forts, très reconnus, quand ils te montrent une vidéo de la conception d'un dessert, tu dis ah mais oui, c'est ultra simple. Bon, le gars il a pensé largement avant toi, et c'est là tout son génie. Et on voit tous que je veux parler de Cédric Grolet, parce que quand il montre par exemple, on voit là quand il fait sa gousse de vanille, on se dit mais c'est tellement bête, tellement simple. Bah ouais, sauf que le gars il est tellement malin qu'il l'a pensé avant toi, et que si tu l'avais pas vu, tu l'aurais jamais fait. Pourtant là tu le vois, tu sais le refaire très vite. Ouais. Aurélien Rivoire, il te montre des trucs, tu dis ouais laisse tomber, je comprends rien de toute façon. Voilà. Mais il y a une sensibilité, il y a un truc particulier, et j'aimerais bien, je la connais pas, mais Jessica après Alpato a un truc particulier, une signature très cuisinée en fait, et presque poussée au maximum. Et donc ouais, c'est des pâtissiers qui m'attirent, m'inspirent, et en même temps je me dis ouais, je comprends tellement rien que j'ai envie d'essayer de les connaître pour me dire ils ont quoi dans le crâne pour arriver à penser comme ça. Ouais. Effectivement, bah écoute, je te le souhaite. Maintenant j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Plutôt herbe ou épice? Herbe. Laquelle? Ah, j'hésite quand même. T'as le droit d'en dire 2. Ok, alors basilic et aneth. Plutôt flan ou cookie? Les cookies, j'en ai tellement marre du flan. non, les deux s'il te plaît. Un flouki. Oui, c'est ce que j'allais dire. Plutôt pizzetta aux fraises ou ravioles au chocolat? Pizzetta. Et enfin, perle vanille ou perle fraise? Vanille quand même. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui auraient envie de le refaire. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Alors soit c'est une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin n'importe quoi, un défi pâtissier. On a pas mal parlé de pizza. Est-ce que tu serais capable de faire une pizza à l'ananas, le truc horrible que la hawaïenne que personne ne veut et qui est une hérésie monumentale? Et ben finalement peut-être que l'ananas peut prendre enfin une revanche sur la pizza salée en sucré. J'ai essayé. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas fait encore? Parce que je viens d'y penser. Bah fais-le aussi. Ok, allez.
En tout cas, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode ? Ben non, c'était cool. C'était très cool. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. J'attends de voir vos pizzas à l'ananas. Je suis assez curieuse de voir comment vous allez redorer le blason de cette célèbre pizza. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie des 2 cofondateurs de Frappe Boulangerie Urbaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!